salut tout le monde, vous connaissez la boutique maintenant, on est encore chez General Car Vintage. Et bah oui, si je vous avais dit que cette année on ferait sûrement un petit peu moins de Renault, et ben ça n'était pas fini pour autant, puisqu'aujourd'hui j'ai la chance de vous présenter cette Renault Fuego Turbo. Alors cette Renault Fuego, bah, c'est un petit peu la mal-aimée de chez Renault, un peu comme la Renault 14 d'ailleurs, parce que quand elle est sortie au tout début des années 80, et ben on lui a reproché pas mal de choses, parce que d'abord, son design général, elle a vraiment décontenancé la clientèle Renault, qui est habituée à des formes des années 60, qui étaient un peu taillées à la serpe, bien droite, bien carrée, etc. Et là, on se retrouve avec une forme qui est quand même d'un aspect général assez arrondi. On ne va pas dire qu'on est encore dans le style du biodesign, parce que le biodesign arrivera quasiment 10 ans plus tard, mais cette forme un petit peu arrondie, on dirait presque une Renault 14, qu'on a étirée comme ça en longueur, et ben ça a décontenancé pas mal de monde. Parce que elle était censée remplacer quand même des véhicules caractéristiques de chez Renault, des véhicules charismatiques, qui étaient la Renault 15 et la Renault 17, les vrais coupés sport de chez Renault. Et c'est vrai que quand elle est arrivée sur le marché, elle était totalement nouvelle. La première chose qu'on lui a reproché, c'était cette lunette arrière qu'on disait copier de la Porsche 924. D'ailleurs, cette Renault Fuego, elle aura un peu ce surnom-là aussi de Porsche du pauvre. Mais donc cette lunette arrière, on lui a reproché d'être copiée sur celle de la 924, mais en fait pas du tout. Cette lunette arrière, en fait, elle était inspirée de la Jensen Interceptor, qui était un véhicule qui était admiré par le directeur de chez Renault à l'époque, et donc c'était censé lui donner un peu un aspect un petit peu plus léger. Deuxième chose qui a un peu déconcerté les gens, c'est cette grande bande là, qui moi, personnellement, m'a toujours fait penser à un soufflet de cardan. On dirait que la voiture, elle est montée un peu sur des soufflets, qu'elle est prête à s'écraser. Et en fait, c'était pour lui donner une ligne beaucoup plus dynamique. Bon, en fait, c'était un ajout en plastique. Dans les années 70, ça passait. Dans les années 80, ça commençait à faire un petit peu rajout bas de gamme. Mais bon, ça faisait partie de cette ligne générale qui était censée être un petit peu plus affinée, un peu plus dynamique avec ces grandes lignes-là, qu'on n'avait jamais vu sur aucun modèle, puis qu'on verra d'ailleurs jamais ailleurs. Et ensuite, il y avait cette face avant. Parce que la face avant, c'est quasiment une Renault 18. D'ailleurs, elle reprend beaucoup d'éléments de la Renault 18. Et on disait même que c'était une Renault 18 coupée. Donc cet avant, il faisait pas très sportif. La Renault 18, c'était vraiment la familiale du groupe. Et puis enfin, dernière chose qui a vraiment fait que Renault a fait une erreur stratégique, ça a été sa motorisation. Elle était censée remplacer une Renault 17. Les Renault 17 TS, en fin de série, c'était des moteurs 1,6 litre injection qui développaient 110 chevaux. Et là, pour un coupé sport, ce qui était censé être un coupé sport, les premières motorisations, c'était ni plus ni moins qu'un moteur de 64 chevaux. 64 chevaux pour un coupé sportif. Alors il y avait aussi le 1,6 litre qui faisait 98 chevaux, bon un petit peu plus performant, mais on était quand même revenu sur des motorisations inférieures à ce qui se faisait avant, et avec d'ailleurs une alimentation par carburateur, alors que la R17 TS avait une alimentation 1,6 litre injection électronique qui faisait 110 chevaux. Là on se retrouve avec une motorisation avec une technologie plus ancienne, moins de chevaux, voire même 64 chevaux, c'est limite ridicule pour ce genre de véhicule qui était censé concurrencer la Porsche 924, les Sirocco de l'époque, etc. Donc là, franchement, au niveau motorisation, Renault, ils ont fait n'importe quoi. Alors, ils vont essayer un petit peu de se rattraper au fur et à mesure des années. Ils vont lui mettre le 2 litres de la Renault 20 et de la Renault 30 à l'intérieur, qui faisait aussi 100 chevaux. Et puis, dernière chose, forcément, Renault, quand ils veulent de la puissance, qu'est-ce qu'ils faisaient dans ces années-là? C'était les précurseurs en la matière. Et ils lui ont mis du turbo. Alors, le turbo, vous l'avez vu, ils en mettent partout, parce que c'est écrit turbo là, c'est écrit turbo là, c'est écrit turbo là. Pareil, de l'autre côté. Et des fois que le passager aurait oublié, c'est écrit turbo là aussi. Et pareil, autre erreur stratégique qu'ils vont faire, le premier turbo qu'ils vont installer, ça va être sur un diesel. Alors oui, ils vont dire qu'à l'époque, c'était le coupé sportif turbo diesel le plus rapide du monde. Bon, le plus rapide du monde, 188 km/h. Quand on n'a aucune concurrence, on peut se vanter d'être le plus rapide quand on n'a personne à mettre en face en comparaison. Et puis enfin, ils vont se décider à reprendre le 1,6 litre, à lui greffer un turbo, toujours en carburateur, pour monter sa puissance quand même à 132 chevaux. Mais bien sûr, avec cette voiture-là, il était un petit peu trop tard déjà. 130 chevaux sur un véhicule qui avait déjà plusieurs années, qui était presque en fin de vie, ça suffisait pas pour redorer le blason de la marque. Mais bon, aujourd'hui, on a quand même la chance d'en avoir une. Alors, on va pas se gêner, on va un petit peu faire le tour de la voiture. Et puis, après, on ira faire un essai routier. Alors, cette Fuego Turbo qu'on a à disposition aujourd'hui, elle est complètement dans son jus, elle n'a jamais été restaurée. Donc là, elle était au garage pour faire une petite révision, changer quelques éléments et la passer au contrôle technique. Donc comme vous pouvez le voir, on a ces très belles jantes BBS quand même qui sont spécifiques à ce modèle. Bien sûr, les logos turbo qu'on a déjà vus ici et là.
Hein, fallait que ce soit écrit suffisamment gros pour que tout le monde soit sûr de bien le voir. Cet avant, donc, il fait vraiment penser à une Renault 18 avec ce qui était à la mode à l'époque, les essuie-glaces de phare. En dessous, pour faire sportif quand même, on a des projecteurs à longue portée, jaunes comme ça se faisait à l'époque. À savoir d'ailleurs que sur les tout derniers modèles de turbo, eh bien on avait les feux qui étaient couleur cristal et non pas orange. Mais ça, c'était vraiment sur les tout derniers millésimes. Vous voyez ce modèle là encore. Sa vignette de 1984. À l'intérieur ici, on a les sièges Tulip, avec le même habillage qu'on pourrait retrouver dans certaines Alpines. Et savoir qu'elles pouvaient aussi avoir droit à un intérieur cuir sur les versions les plus haut de gamme. Ici sur ce modèle-là, on a donc les contreportes qui sont entièrement garnies de velours sur le haut, de moquette sur le bas, avec les deux vitres électriques. Il faut savoir aussi que c'était le premier modèle à être équipé ici de la télécommande infrarouge pour commander la fermeture centralisée à distance. Il faut savoir que ce système de PLIP était une véritable innovation sur la Renault Fuego. Alors PLIP, c'est pas juste à cause du mouvement plip-plip pour ouvrir la voiture. Ça vient du nom de son créateur, Paul Lipschutz. Donc le P de PLIP pour Paul, Lip pour Lipschutz. Et donc le PLIP, ça vient du nom de son créateur. Donc à l'intérieur, on retrouve un volant 4 branches revêtu de cuir. Bon, ensuite, rien de particulier à l'intérieur. On retrouve les compteurs quand même avec forcément une jauge de charge de turbo. Sur les modèles haut de gamme, on pouvait avoir une chaîne IFI qu'on ne retrouve pas ici, on n'a même pas d'autoradio. Donc la fermeture centralisée. Allez, petite touche encore haut de gamme, on a ici la commande électrique de rétroviseur. Donc comme je vous disais, les vitres électriques. Bon allez, je crois que le tour a été assez rapide. De toute façon, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Maintenant, je suis sûr ce que vous attendez, c'est que je vous donne mon avis, on va aller faire un petit tour là-dedans. Parce que 130 chevaux, ça doit marcher de manière un petit peu sympathique, non? Allez, on y va faire un tour. Bon allez, on est parti pour un petit essai sur la route. On a de la chance, le soleil est avec nous pour une fois. Alors déjà la position de conduite, on est un petit peu couché, hein, on n'est pas non plus dans une Ferrari, mais position un petit peu sport forcément. La position de conduite est plutôt bonne, le levier de vitesse tombe bien sous la main. On est bien installé. Et on va aller voir ce que nous promettent les 132 chevaux de cette voiture. Savoir si son petit moteur turbo, qui sur le papier est plus puissant qu'une R5 GT Turbo quand même, hein, si ça tient ses promesses ou pas. Bon, déjà ce qu'on peut dire par rapport à une R5 GT Turbo, on n'a déjà pas la précision du train avant. Et dans le rond-point, on va voir. Ça penche quand même pas mal, hein. Faut dire que les suspensions avant, ça vient de la R20 si je dis pas de bêtises. L'arrière, c'est un train arrière de R18 break. Un petit peu modifié, un petit peu amélioré, mais quand même. Par contre là on relance, ça marche déjà pas mal. On va pas la forcer non plus tout de suite. Alors à l'intérieur on est bien dans les années 80. Hein. Quand même beaucoup de plastique, même si la planche de bord et tout le tableau de bord ont le mérite d'être revêtus d'un petit revêtement un petit peu suédé. Hein. C'est pas du plastique brut comme on en trouvait beaucoup dans les Renault de l'époque. Là ça fait un petit peu plus confort, même si on n'est pas sur du plastique moussé, mais bon. Dans le temps en plus ça a bien tenu, c'est plutôt agréable au toucher. C'est pas mal. Un bon point. Allez, comme d'habitude, deuxième rond-point. Bon, on va pas les prendre sur la tranche ceux-là parce que franchement, ça penche beaucoup. Hein. Alors peut-être que les amortisseurs sont un petit peu usés, forcément. Mais quand même, ça n'a pas la rigidité qu'on pourrait attendre d'une sportive. Et le train avant, oh là, alors, il ne suit pas du tout. Sur le dos d'âne, il n'a rien compris. On dirait qu'il a sauté par-dessus. Et si on ressent bien l'effet turbo, bah finalement il est quand même beaucoup moins violent que dans même une R5 Alpine Turbo ou dans une GT Turbo. Ça pousse bien, mais on sent que ça en manque un petit peu quand même. Même si sur le papier elle faisait un 0 à 100 en 9 secondes 2 je crois. C'est correct, mais pour 130 chevaux, on pourrait s'attendre à mieux. En cinquième, si on réaccélère, ça charge le turbo, ouais, ça relance. Ça va.
c'est quand même honnête. C'est pas une grande sportive, mais bon, ça, il y a de quoi ça faire plaisir un petit peu quand même. On sent que la Fuego Turbo, elle a vraiment été là pour essayer de se raccrocher au rideau. Et surtout, l'erreur de Renault à l'époque, c'est que quand ils ont sorti ce modèle, ils n'avaient pas vu venir un truc. C'est l'avènement des GTI en fait. Il y avait déjà la Golf GTI qui était sortie. Renault pourtant avait déjà sorti les R5 Alpine Turbo. Mais ils croyaient encore en ce genre de coupé sportif. Malheureusement, dès les années suivantes, on va voir débarquer la R5 GT Turbo, la 205 GTI, la Golf 2 GTI, etc. Et ce genre de voitures-là, elles vont déjà passer aux oubliettes. Alors déjà que la Fuego Turbo, elle n'était pas très aimée de la clientèle, elle n'a pas eu un fort succès en France et en Europe. Mais avec l'arrivée des petites compacts GTI, ça l'a complètement achevé. Il faut quand même savoir que cette Fuego Turbo, ils ont essayé de l'exporter aux États-Unis, où elle n'a pas marché du tout. Et en plus, avec les normes américaines, elle était bien dégueulasse, avec ses gros pare-chocs à l'avant comme à l'arrière pour répondre aux normes de sécurité de là-bas. Et en plus, pour répondre aux normes anti-pollution, de la même manière, il l'avait complètement bridé. Et son moteur de 132 chevaux n'en faisait plus que 108 aux États-Unis. Alors déjà que là, le 132 chevaux, il est un petit peu asthmatique quand même. Alors imaginez, avec les normes anti-pollution américaines, ça ne devait pas être terrible par rapport à ce qu'on pouvait trouver sur le marché là-bas, avec des gros V8 dans n'importe quelle petite voiture. Même s'ils misaient sur l'aspect économique de la bête. Oh là là, comment ça saute sur les dos d'âne, c'est une horreur. Ouf. Les plus surprenant, là où elle a très bien marché par contre, c'est en Amérique du Sud, puisqu'elle a été construite là-bas en Argentine, et elle a eu un vrai succès en Argentine. Il faut savoir qu'elle a été produite là-bas jusqu'en 1992, et qu'elle a été très utilisée parce qu'elle avait une très bonne image de marque en championnat de tourisme local. Humo, mucho humo en el auto de Traverso. Mucho humo en el auto de Traverso. Ustedes lo pueden ver, una estela densa de humo largando el auto de quien estaba liderando. Allí va Juan María Traverso. Impresionante la humareda que larga el auto de Traverso. Elle a remporté 7 ou 8 fois le championnat argentin de super tourisme. Et donc ça lui a donné une super cote, une super réputation. Et c'est un véhicule qui là-bas a continué à être... on va pas dire développée, mais améliorée, et elle a même eu droit à une version GTA, donc améliorée, avec un nouveau design où elle perdait ses bandes noires sur le côté, et un avant restylé un peu façon Renault 25 phase 2. Alors il faut savoir que là-bas en Argentine, elle est encore très recherchée, il y a encore des gros groupes de collectionneurs, etc. Sûrement un peu moins en France, même si aujourd'hui, quand on voit la cote des Youngtimers, et comment on a dépassé des plafonds sur des véhicules qui franchement souvent en valent pas trop la peine, eh bien la Fuego Turbo, ou même la Fuego en général, commence à remonter un petit peu dans l'estime des gens. Peut-être parce qu'elle reste accessible, et que finalement, elle a ce petit arrière-goût des années 80 que les gens aiment bien, si elle était pas très appréciée dans les années 90-2000, où c'était plutôt une source de moquerie et de rigolade, c'était un peu la voiture ringarde. Eh bien, aujourd'hui, la Fuego, elle redore un petit peu son blason, comme beaucoup de voitures des années 80-90 qui étaient un peu sous-cotées à l'époque et qui reviennent à la mode. Aujourd'hui, on retrouve des Renault 21 sur le marché, des 405, etc. Non seulement parce que ça reste des modèles accessibles, et puis parce que les gens commencent à se rappeler un peu cette nostalgie des années 80. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Bon allez, on va aller voir ce que ça vaut un peu sur les petites routes caouteuses de campagne comme d'habitude. Toujours le même itinéraire. La petite route à côté du garage qui est bien dégueulasse, en virage. Bon, sur les routes caouteuses, ça saute de partout. On sent que le train avant, il est vite dépassé. Ça saute de partout. Ouais, non, là c'est une tannée. C'est vraiment une tannée. Alors certains me diront peut-être dans les commentaires que c'est parce qu'il faut rechanger les amortisseurs, il faut refaire le train avant, etc. Bon, je pense que même si c'est peut-être un peu vrai, il n'y a pas que ça. Allez, on va pas s'infliger ça beaucoup plus longtemps. On va aller retrouver nos petites routes du garage. Tranquille, parce que là, 1 km là-dessus, ça m'a suffi. Même si les sièges sont assez moelleux, ça m'a bien secoué la gueule quand même.
Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire de cette petite voiture? Bon bah, en question Youngtimer sportif coupé, je pense qu'il y a beaucoup mieux quand même. Mais bon, si vous avez envie de rouler original, c'est quand même des voitures à sauvegarder parce que, comme je vous le disais, hein, la Fuego, elle a une très mauvaise réputation. Elle a été sujette à beaucoup de moqueries. C'était un peu la voiture ringarde. Dès sa sortie, hein, déjà, elle était considérée comme ringarde. Mais aujourd'hui, ben, finalement, c'est une voiture qui est quand même pas désagréable à conduire. Bon, faut pas lui en demander trop. Je pense que quelle que soit la version, ça doit être sympa à emmener au quotidien. Aller le week-end faire un petit tour sur les rassemblements, etc. Mais pas plus. Et puis, ça se trouve encore à des tarifs pas trop élevés. Bref, sur cette petite conclusion, ben moi je vous abandonne. Et si ça vous a plu, ben n'oubliez pas de le dire avec un petit pouce en l'air. Partagez la vidéo si vous avez envie de le faire, si vous avez des copains qui ont des Fuego. Et puis surtout, ben on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro bien sûr. Allez, tchuss!